puisque dans tous les actes de la vie quotidienne, aujourd'hui, il y a une dimension européenne chez nous, il est très important d'investir, y compris ce champ, avec notre quête de plus en plus de citoyenneté et de démocratie. Or, dans la construction européenne actuelle, il y a des obstacles structurels à l'exercice de cette citoyenneté. Et il faut donc en parler pour favoriser les mouvements de masse permettant de créer les conditions de lever ces obstacles. Par exemple, la conception des traités européens, qui inclut dans un texte contraignant et de nature constitutionnelle quasiment un choix de société, un mode de développement social, libéral, ce qui fait que les gouvernements peuvent changer, mais s'ils sont dans la même Union européenne et qu'ils ont signé les mêmes traités, la politique, pour l'essentiel, continue comme avant. Source majeure de crise de la politique. Deuxième aspect, il y a un certain nombre d'institutions européennes qui sont de droit inaccessibles aux citoyens. De jure inaccessibles aux citoyens. Par exemple, la Banque centrale européenne, puisqu'il y a un article dans les traités qui interdit formellement à la Banque centrale européenne de solliciter ou d'accepter de recevoir quelque consigne que ce soit de la part d'une institution publique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire des citoyens. Ils n'ont pas le droit. C'est effarant, puisque c'est en dernière analyse l'institution qui décide de l'utilisation de l'argent. Donc la question de l'accès des citoyens aux informations stratégiques européennes et aux clés pour décrypter ces informations est une question, un enjeu de démocratie et de citoyenneté. Voilà pourquoi je pense que ces nouvelles dimensions des enjeux de la vie quotidienne demandent qu'on réinterroge la notion de citoyenneté en liaison avec ces dénis de souveraineté populaire, en quelque sorte, que véhicule l'actuelle construction européenne. C'est vrai que le statut de la Banque centrale européenne est assez hallucinant. Qu'on est allé plus loin dans l'ultralibéralisme que les États-Unis eux-mêmes. Parce qu'aux États-Unis, la Fed n'est pas du tout soustraite à des consignes du pouvoir politique. Il y a des interventions du président et du Congrès sur la Fed qui sont des interventions fortes. C'est-à-dire que l'Union européenne va souvent plus loin dans l'espèce de destruction du politique devant les prétendues lois naturelles des marchés, plus loin que d'autres espaces mondiaux. Et ça me paraît assez significatif de quelque chose qui est que la construction initiale était faite pour contourner la démocratie. On le sait tous historiquement. Et donc il a fallu attendre très très longtemps pour qu'on commence à parler d'autre chose que de ces questions justement liées aux experts, liées à des prétendues lois économiques, etc. C'est pas un hasard si on a des problèmes avec les votes de référendum sur l'Europe. C'est aussi parce qu'il a fallu quand même attendre 35 ans pour qu'on saisisse les citoyens français d'une question forte de politique européenne, 1992. Et c'est parce qu'en fait, les dirigeants de l'Europe ne sont jamais investis par des mandats. Moi, c'est une chose qui me frappe considérablement. On dit souvent, moi c'est une chose que j'entends dans les débats, on me dit mais vous ne pouvez pas dire que c'est pas démocratique puisque tout le monde finalement est une émanation indirecte du suffrage universel. Oui, bien sûr, le Parlement directement et les autres, même la Commission européenne finalement. Sauf que quand nous élisons des gens pour être président de la République ou parlementaire, est-ce que nous leur donnons le moindre mandat sur le comportement dans les négociations européennes? Évidemment non. Évidemment non, les questions ne sont pas décisivement celles-là quand il y a des élections nationales. Donc ça veut dire qu'en dehors du Parlement européen, ceux qui ont quand même encore l'essentiel du pouvoir, c'est-à-dire l'intergouvernementalité, ce sont des gens qui n'ont pas de mandat. Qui avait donné un mandat à Jacques Chirac en 2002 pour le traité constitutionnel européen? Personne. Qui avait donné un mandat à François Mitterrand en 1992 pour le traité de Maastricht? Personne. Et peu importe à ce stade que nous soyons pour ou contre, il n'y a pas de mandat. Et donc là où il n'y a pas de mandat, il y a effectivement un éloignement énorme. Ça pose une vraie question qui est qu'on ne peut pas faire vivre la démocratie de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu non pas l'ours mais le citoyen. Parce qu'à un moment donné,
le lien est trop ténu. Je vais revenir sur quelques questions rapidement. D'abord, pour dire à Elisabeth, sur son premier point, que la Ligue des droits de l'homme anime ce collectif Votation citoyenne, dont le mot d'ordre est droit de vote des étrangers aux élections locales. Mais notre perspective, et je le dis vraiment au nom de la Ligue, pour nous, est beaucoup plus large. Parce que je partage l'idée qu'il n'y a pas de raison, je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas considérer que les citoyens, là où ils résident, ont un droit à exercer leur citoyenneté, parce que, comme disait le vieil Aristote, l'homme est un animal politique. Voilà. Bon. Pourquoi est-ce que nous en tenons aux élections locales? Pour une raison très simple, et dont j'ai absolument pas honte, qui est une raison stratégique. C'est que nous sommes à un moment décisif où il faut pousser, parce que l'opinion est maintenant majoritairement convaincue, depuis des années, on a des enquêtes d'opinion qui sont convaincus, et parce que c'est le moment de faire basculer un certain nombre de dirigeants politiques. Et donc nous pensons que plus large sera le front, et mieux ce sera. Mais très clairement, moi je ne le dissimule pas, de mon point de vue, du point de vue des droits de l'homme, c'est un premier pas. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Sur la question du lien entre le démocratique et le social, et l'exemple de Corbeil, oui, bien sûr, c'est clair. Moi je pense que ce que les citoyens ont en commun, c'est d'abord ce qu'ils vivent dans la société, et les choses auxquelles ils s'affrontent dans leur vie réelle. Et donc, dans la démocratie, on ne peut pas faire descendre le politique vers le social. Il faut absolument partir des mouvements civiques et sociaux. Donc, ce n'est pas seulement pour des raisons, je dirais, de jugement de valeur, que je pense que la démocratie, ce n'est pas seulement le vote, c'est la pétition, la manifestation, la grève, etc. C'est tout simplement parce que les citoyens sont d'abord des êtres humains qui vivent, et c'est à partir de ce qu'ils vivent qu'ils peuvent construire quelque chose en commun. Avec une difficulté supplémentaire qui n'a pas été signalée, je crois. C'est ce que les sociologues appellent la démocratie du sommeil, qui est une vraie difficulté maintenant. C'est que nous sommes dans des systèmes où les collectivités locales, les communes en tout cas, sont de plus en plus placées dans la situation d'administrer ou de prendre des décisions pour des gens qui se contentent de dormir là où ils sont. Parce qu'avec les grandes métropoles et les systèmes de transport, vous habitez dans un endroit, vous travaillez dans un autre, vous avez des activités associatives ou culturelles ou autres dans un troisième. Et donc la question, c'est comment saisir les gens là où ils sont actifs, là où ils vivent. Donc la question de la citoyenneté, c'est une question qui doit être élargie. C'est pas seulement là où on rentre le soir dormir. Et comment on habite la Seine-Saint-Denis, on sait la difficulté que c'est, avec les temps de transport des gens, de faire vivre une vie citoyenne. Parce qu'effectivement, les gens sont un peu éclatés. Et par rapport au dernier point que tu soulevais, moi je pense qu'en effet, le défi pour nous, militants de la citoyenneté aujourd'hui, au début du XXIe siècle, c'est de construire une société d'individus solidaires. Il y a des forces d'individuation extrêmement grandes. Il y a des modes de vie qui sont plus individualisés qu'il y a quelques dizaines d'années. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire vivre des solidarités. Ça veut simplement dire qu'on ne peut plus les faire vivre comme avant. Que les systèmes descendants et massifiés, ça ne marche plus. La discipline de masse, ça ne marche plus. Il faut partir d'un besoin énorme de liberté et d'être entendu. C'est ça qui est aujourd'hui frustré dans la société. C'est le fait de ne pas être entendu. Pour moi, cette soirée, c'est aussi une façon pour moi de participer à l'élargissement du front de gauche, à la construction du front de gauche, en animant des débats ouverts de la façon dont le front de gauche souhaite construire cette alternative à gauche dont nous avons tant besoin, en construisant ce qu'on appelle un programme populaire et partagé, et que ce type de débat fait tout à fait, pour moi, rentre tout à fait dans ce cadre-là et y participe.